Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, Malik, à la tête d'une société de transport, qui vous explique un petit peu son quotidien et sa réalité. Bonjour Malik. Bonjour Christophe. Bonjour Malik. Malik BLS. BLS, 10 ans. 10 ans que vous êtes présent sur le marché du transport limousine, transport VIP. 33 ans, relativement jeune dans le métier. Et on a discuté avant, je pense que c'est intéressant pour tout le monde de comprendre, parce que tu as un parcours un peu atypique dans le métier. Si tu pouvais assez succinctement nous expliquer un petit peu ton parcours, pourquoi le transport limousine? Alors pourquoi? La base, c'est que mon père avait un seul véhicule. Il a commencé en 86. Il avait la première licence L001 sur Bruxelles. Voilà, il a toujours roulé seul pour lui. Il a fait son petit bonhomme de chemin avec beaucoup de respect. Il était très respecté dans le milieu. C'était quelqu'un d'assez droit. Vraiment, il faisait ce qu'il avait à faire et il n'avait pas spécialement les ambitions de grandir. Euh, Après mes études, voilà, j'ai fait ingénieur commercial. Je voulais d'abord faire de la finance. J'ai travaillé un peu avec lui comme étudiant pour payer mon appartement. Et suite à ça, je me suis posé la question de quoi faire. Est-ce que je voulais continuer là-dedans? Est-ce que je voulais travailler finalement dans la finance, ce qui était mes premiers amours? J'ai décidé de relever le challenge et suite à ça, j'ai développé Belgium Limousine Service. Et puis, de fil en aiguille, j'ai pris une orientation un peu différente de ce qui se faisait sur le marché. Il y avait déjà deux acteurs majeurs sur le marché, donc j'avais aucune ambition de devenir, de devenir un des pions ou un des acteurs euh, incontournables du secteur du transport de personnes. Et pourtant, voilà, 10 ans après, Dieu merci, on a une très belle position. Tout se passait très bien jusqu'à l'arrivée du Covid. Mais c'est vrai que je me suis développé relativement tard par rapport à un secteur qui, à mon sens, était assez mature, euh, qui offrait pas énormément de possibilités de se développer là-dedans. Et donc, oui, je pense que j'ai eu aussi un peu de chance par rapport à la façon dont j'ai vu les choses. J'ai eu, je pense, des bonnes idées, des bons réflexes qui m'ont permis en 10 ans d'avoir une société avec des bus et des minibus maintenant. Combien de véhicules en tout? Alors, je pense qu'on est plus ou moins à pas loin de 25 véhicules maintenant. J'ai récemment acheté en fin 2019, début 2020, 10 nouveaux véhicules First Class BMW 7. Et puis en 2019, je m'étais encore fort développé en minibus. J'avais acheté encore deux Sprinter, donc type minibus 16-20 places avec deux tables à l'arrière. Donc l'expansion était assez belle. C'est vrai qu'il y a eu énormément d'investissements en 2019, donc l'année juste avant le Covid, énormément d'investissements. Donc le timing était très mauvais et ça joue en ma défaveur parce que forcément j'aurais voulu garder des fonds propres si j'avais su, mais je regrette rien. Ça faisait partie de la croissance naturelle de la société. J'aurais pas pu faire autrement. D'un point de vue structurel, il fallait que j'internalise pas mal de coûts, que je garde mes bureaux et mon garage au même endroit pour vraiment centraliser tout ça. Et je regrette rien. C'est juste que c'est malheureux de ce qui se passe vu les montants investis. Et vu les perspectives 2021, c'est vrai que je pense on est le secteur le plus touché. J'ai pas peur de le dire parce qu'on dépend énormément d'un marché international, de flux de personnes, de flux de visiteurs, d'investisseurs, de tourisme d'affaires. Et donc, sans cette ouverture internationale, le maillon de la chaîne qui finit un peu cette chaîne d'événements, de transport, d'oreca, c'est nous, parce on est sur le terrain et sans ces personnes, forcément, le transport du point A vers point B
est très difficile. En tout cas, même localement, on le voit bien, il y a des lockdowns, il y a des restrictions au déplacement, il y a des obligations au télétravail et donc on nous empêche de rouler. Ça, je comprends. En tout cas, de rouler pour tout le monde. Nous, en tant que professionnels, on a toujours le droit, mais on n'a plus de possibilité, en tout cas, d'avoir quoi que ce soit à l'heure actuelle. Ok. Deuxième question, Malik. Le monde du transport avant Covid et au jour d'aujourd'hui, j'entends que tu as, de par le développement de tes activités, investi beaucoup Mhm. fin 2019. C'est financièrement tenable longtemps, la situation actuelle? Tu peux encore tenir un an avec le niveau d'activité actuel? Alors, la question va être vite répondue si je fais un petit clin d'œil à l'actualité. Non, non, non. Clairement, c'est pas possible. En fait, notre, euh, notre destin, ou en tout cas le mien en particulier, ne dépend même plus de moi, tout simplement. Ça dépend des décisions des banques, parce que quand on fait énormément d'investissements pour un hangar, pour des bureaux, pour des véhicules, donc tout cet actif immobilier, forcément, on a des échéances mensuelles. Et si la banque décide, vu les conditions, qu'à partir d'un moment, les crédits doivent reprendre, les leasings doivent reprendre, on n'aura plus de possibilités tout simplement. Parce que si l'activité ne reprend pas, mais que unilatéralement, les banques décident de reprendre les crédits et les échéances, on a des sorties sans rentrée. Et donc, le calcul est très vite fait. Il suffit qu'on regarde ce qu'il y a sur le compte et les réserves et on fait la soustraction de ce qu'il y a. Moi, j'ai une boîte qui commence vraiment à peser lourd en termes d'investissement. On a investi très fort et donc malheureusement, je suis très dépendant de ce point de vue-là. Euh, il faudrait vraiment que l'État puisse inciter ou aider les banques à nous tenir la main jusqu'au minimum mi-2021. On a une ponction de leasing en octobre et les responsables leasing m'avaient dit que d'après la situation actuelle à ce moment-là, parce qu'on n'était pas encore dans la deuxième phase de reconfinement, la plupart des activités avaient repris et donc ils jugeaient pas spécialement nécessaire de geler les crédits, en tout cas pour octobre. Donc, on a eu une belle ponction pour le mois d'octobre. Et là, je suis en train de faire en sorte que ce soit plus le cas pour les mois à venir. Mais c'est plus le destin n'est plus entre nos mains, ça c'est sûr. Ok, si tu dois donner, je vais dire à la grosse louche, différence de chiffre d'affaires entre 2019 et projection chiffre d'affaires 2020, tu es à 50% du chiffre d'affaires de 2019, 60%? Non, 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 pas du tout, pas du tout. On a perdu à peu de choses près 95%. Voilà, les choses. 95%. Ouais, 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 les choses sont très claires. On est passé d'une activité pleine à plus rien. Moi, je l'ai senti directement. Donc, on était début mars. Les chiffres sont journaliers, donc j'ai directement une vision assez claire de ce qui se passe. Et sur les 6 derniers mois, on a généré exactement le même chiffre d'affaires à 5 000 euros près, à 5-10 000. Donc, on était vraiment sur une continuité, une constance assez importante. Et c'est vrai que début mars, on a vu que les voyages d'affaires ont complètement ralenti, diminué. Je me suis posé la question de ce qui se passait. Je pense que j'étais un des premiers, 2-3 mars. Je posais la question au bureau, qu'est-ce qui se passe? Et puis c'est vrai qu'on a vite compris le lien. Et puis, depuis voilà, cette crise début mars jusque maintenant, on est sur 90-95%. Déjà que le mois d'août est habituellement très calme pour nous parce que forcément, on a très peu d'events, on a très peu de corporate, on a presque pas de diplomatique, on a aucune activité vraiment business parce que c'est à ce moment-là que tout le monde prend ses vacances. Voilà, on ne pouvait pas espérer mieux. Là, maintenant, avec ce qui se passe, le deuxième confinement et la deuxième vague,
on peut déjà tirer les rideaux pour 2020 et on peut je pense, sans trop de problèmes, ben voilà, estimer que d'ici février-mars 2021, il ne se passera rien. Les fêtes de fin d'année, janvier, post-Covid, sans ouverture des pays au vert, il ne se passera rien. Ok. Maintenant, je vais prendre une casquette qui va peut-être te paraître de mauvaise foi. Moi je suis un décideur politique. Je veux dire, Mhm. on a quand même donné des primes. Il y a quand même deux primes qui ont déjà été données aux sociétés. Tous les mois, vous avez droit au droit passerelle. En dehors de ça, la question est simple. BLS, dans l'état actuel des choses et de l'aide de l'État, BLS existe encore fin 2021. Désolé d'être aussi direct, hein, Malik, mais je pense que c'est Ouais, un ouais, ouais, bien sûr. peu. Euh, alors, en tout cas, moi, ce que je peux dire, je ferai tout pour. Voilà. Après, je suis plus le seul, je suis plus le seul à décider. Malheureusement, je pense que l'État a un rôle primordial là-dedans, en collaboration avec les banques, comme je l'ai expliqué. Sans client, il faut qu'on ait une survie. Est-ce qu'on peut garantir cette survie? C'est plus à moi à y répondre. Je pense que le gouvernement doit nous aider. Alors, si on doit faire une sorte de hiérarchie en termes d'aide et d'investissement, je pense que notre secteur est le plus mal loti. Je ne dis pas que ce que fait l'État n'est pas bien. Je dis simplement que quand on achète un bus, un autocar de qualité qui est destiné au tourisme d'affaires comme pour nous, qui est sur des délégations officielles, qui est sur des équipes de foot, qui est sur des événements, parce qu'on Un travaille autocar, principalement. Malik, excuse-moi de t'interrompre. Un autocar, Ouais. c'est quoi? 60, 70, 80 000 euros? Un gros autocar VIP comme tu as. Alors 60, 80 000 euros, c'est une petite voiture chez nous. Enfin, c'est une voiture, mais c'est une voiture. Un minibus de 16 à 20 places, c'est plus ou moins entre 100 et 120 000 euros. Et un autocar de 300 000 euros si on l'achète en occasion et si on l'achète directement chez le manufacturier neuf, on est à 500 000 euros. Donc, en Ah ouais. fait, il faut bien comprendre que chaque autocar, c'est une maison. En fonction du nombre d'autocars, c'est plusieurs maisons, c'est plusieurs appartements et le nombre de véhicules qu'on a, c'est tous des petits appartements. Et donc, l'investissement qui a été fait, gigantesque, gigantesque pour une société, voilà, presque familiale ou en tout cas société qui n'a pas les reins comme les reins solides comme des grosses boîtes ou comme des chaînes hôtelières. À notre petit niveau, c'est gigantesque l'investissement euh, qu'on met pour justement pouvoir avoir le premier client. C'est-à-dire que on prend le simple fait d'avoir un véhicule. Pour avoir un véhicule, on doit aller l'acheter. On prend un petit véhicule, c'est 50 000 euros. Une petite course, je prends un prix fixe, imaginons, c'est 50 euros. Donc, pour pouvoir générer 50 euros sur sa première course, il faut déjà générer tous ces investissements. Et donc, on est sur un système d'endettement qui est assez lourd. Au plus la société est grosse, au plus l'endettement l'est, et encore plus quand on a une structure avec un garage, des dépôts, des personnes qui travaillent dans le garage, des personnes au bureau. Et donc, forcément, si je dois comparer les aides que j'ai reçues par rapport à les investissements que je mets, ça paye l'électricité de mon hangar. Voilà. Et donc, forcément, il n'y a aucune comparaison possible avec d'autres secteurs. Voilà, l'Oreca fonctionne beaucoup avec le marché local. Nous pas. Et encore dans le secteur du transport, on peut penser, ah oui, mais on voit beaucoup de plaquetés, on voit les Uber qui tournent, etc. Ça, c'est encore autre chose.
Ce sont des indépendants qui roulent sur leur propre véhicule, qui n'ont pas la structure que nous avons, qui fonctionnent avec une application et en même temps qui fonctionnent avec un marché local, ce qui n'est pas notre cas. On est sur des événements, on est sur de la délégation, on est sur voilà, si l'événementiel qui est à mon sens le socle de tous les secteurs, parce que sans événementiel fort, il n'y a pas de transport, il n'y a pas d'ORECA, il n'y a pas d'hôtel, il n'y a pas d'aviation forte et l'événementiel pour moi est la pierre angulaire de tous les secteurs. Il faut vraiment mettre un accent plus qu'important sur l'événementiel, aider l'événementiel à repartir. Alors, comment ça va être? Je pense qu'il y a des spécialistes. Moi, je peux donner simplement à mon petit niveau l'expérience que j'ai dans le transport par rapport à l'événementiel, mais il faut que la Belgique redevienne attractive. Il faut qu'on soit attractif aux yeux voilà, des internationaux qui viennent ici, qui aient envie de faire des événements chez nous, et en même temps aider ces sociétés, que ce soit fiscalement ou que ce soit avec des primes prolongées jusqu'à fin 2021, à garder la tête hors de l'eau. Parce que quand il va y avoir un déconfinement, mais je pense que le marché local va repartir, l'ORECA va repartir, les gens attendent de retourner dans les restaurants pour profiter, à juste titre. Mais nous, on sera les laissés pour compte parce qu'on sait très bien qu'un événement met du temps à se mettre en place et que le dernier maillon de la chaîne, c'est le transport. C'est quand le client arrive à l'aéroport ou à la gare, c'est là qu'on l'accueille et c'est quand l'événement a été finalisé. Et ça, c'est au bout de X temps, X semaines. Et malheureusement, c'est pas ce qui va arriver de sitôt. Mais évidemment, je veux dire, je pense que tu es conscient que tu prêches un convaincu, puisqu'on travaille sur l'événementiel institutionnel depuis pas mal de mois. Bon, effectivement, Bruxelles ne peut pas survivre sans ces événements Non, institutionnels. Et malheureusement, il faudra trouver des solutions à ça. Un grand merci, Malik. je t'en prie, avec plaisir. Bon courage. Et tu Merci. parlais de chance au début de ton intervention. Tu me disais, j'ai eu un peu de chance. Moi, je suis convaincu que les entrepreneurs comme toi, ce n'est pas de la chance. La chance, on la provoque. Tu l'as provoquée. Donc, félicitations. Et Merci. j'espère de tout cœur qu'on se retrouvera, si pas en 2021, au moins en 2021. Parce qu'on n'a pas le choix, il faudra qu'on bosse en 2021. De toute façon, de toute façon. Merci, Malik. Merci à toi, un plaisir. Voilà, donc un échange très intéressant, l'importance du soutien bancaire. Donc on se retrouvera maintenant mardi avec Nicolas Esguin. Nicolas Esguin, organisateur d'événements institutionnels, qui nous donnera sa vision de l'avenir dans le secteur. À mardi, au revoir.